Pour moi, je ne suis pas du tout une femme de pouvoir. Ça ne m'intéresse pas spécifiquement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire grandir une activité, de lui donner de la légitimité, de la visibilité, que les gens qui travaillent avec nous soient heureux de venir chaque matin pour partager des moments de vie ensemble, parce qu'on passe à peu près 10 heures par jour ensemble. Donc voilà, et que on ait une activité qui soit performante, puisque c'est quand même le nerf de la guerre. Donc j'ai pas besoin de pouvoir. C'est pas du tout quelque chose qui m'anime. Maintenant, voilà, quand je vois une activité qui se développe, qui est plutôt en réussite, et quand je vois dans le regard des autres, en fait, qu'on est en réussite, c'est plutôt ça qui me fait plaisir. Mais c'est pas un sentiment. J'ai pas de sentiment pour moi. J'ai pas besoin de pouvoir. Voilà, j'ai besoin de faire quelque chose qui m'anime, qui me plaise, qui ait du sens, qui incarne des valeurs, parce que ça, c'est important pour moi. L'action, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir de changer les choses. On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, c'est pas un but. C'est Madame la Présidente. Je suis Nelly Jimenez, directrice de l'entreprise EnsoAct, qui fait évoluer la culture du leadership dans les organisations. Aujourd'hui, je reçois Anne Kuskowitz, co-directrice de la branche management de transition du groupe Arthur Hunt, qui nous parle de sororité, du pouvoir de prendre sa place, de l'importance des valeurs dans le recrutement et le management, ainsi que de la compétition saine, et du militantisme versus le washing en entreprise. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Anne. Bonjour Nelly. Alors, vous avez eu un premier poste en management en marketing et commercial chez Expectra et vous avez intégré les équipes du groupe Arthur Hunt il y a maintenant 12 ans comme consultante senior puis directrice générale partner sur le management de transition depuis 2017. Quand nous avons discuté, la première chose que vous m'avez dite, c'est « je ne suis pas militante ». En précisant que c'est le marketing lié au féminisme qui vous dérange et nous en reparlerons. Nous avons aussi échangé sur le fameux syndrome de l'imposture et de l'autocensure, ainsi que ce besoin constant de prouver sa compétence. Et puis surtout, nous avons pris le temps de parler de l'évolution dans les entreprises, de ce qui peut être dit ou non, parce que ces dernières années, beaucoup de choses ont changé. J'ai eu envie de poursuivre l'échange et je me demandais, vous, ce qui vous a donné envie de participer. Bonjour Nelly, merci beaucoup de m'avoir invitée à prendre la parole dans le cadre de ce podcast, qui est une première pour moi, donc j'espère être au rendez-vous. Ce qui m'a donné envie de prendre la parole, c'est quand on me donne la parole, généralement, je la prends. Voilà. Donc déjà, c'était un point. Et l'approche que vous avez eue de faire parler des femmes, différentes femmes, de leurs expériences, de leur parcours de carrière, leur parcours de vie finalement, m'a interpellée parce qu'elles sont, et nous sommes toutes différentes. Et donc, j'ai été effectivement inspirée par ce thème qui est quand même un thème qui m'est cher. Et j'ai eu envie de prendre la parole, pouvoir illustrer mon parcours de vie, mais sans donner des leçons en fait, mais juste raconter. Et puis que si ça sert à quelqu'un d'entendre certains propos et puis de l'aider dans sa situation professionnelle, j'en serais ravie et le résultat pour moi sera atteint. Merci. Je suis ravie de vous accueillir et je suis contente d'entendre. Quand on me donne la parole, je la prends. Ça a toujours été une évidence pour vous ? Alors, pas du tout. Non, pas du tout. D'ailleurs, ça a été plutôt l'inverse, en fait, pendant des années. Effectivement, vous avez parlé, enfin, on a échangé en préparant un tout petit peu ce podcast de syndrome de l'imposteur ou de l'imposture. Mais c'est vrai que j'ai eu longtemps ce syndrome-là en me disant que je n'avais pas le droit à la parole. Alors, non pas qu'on me le donnait pas, mais en tout cas, on m'a peut-être fait comprendre à diverses reprises que il valait mieux que je me taise ou que ma parole ne serait pas légitime pour tel ou tel sujet. Et donc, je me suis tue, en tout cas sur certains sujets, et j'ai considéré que ma place n'était pas forcément de prendre la parole sur certains sujets. Donc, ça a mis du temps. J'ai dû apprendre parce que c'est pas en tout cas pour moi, ça n'a pas été inné. Et ça va avec la confiance en soi qu'on acquiert aussi avec l'expérience. Et au retour d'expérience, la confiance est venue aussi par la performance, notamment dans mon métier qui est quand même un métier très orienté sur la réussite commerciale ou sur la réussite d'une business unit et sur l'évolution du chiffre d'affaires. Donc, au fur et à mesure, quand le chiffre d'affaires évolue et qu'on voit dans les yeux des autres qu'on est performant et qu'on est légitime on s'autorise, en fait. Mais ça a pris du temps, beaucoup de temps. Et à un moment donné, je crois que les verrous ont sauté. Et ça m'a aidé à me dire, j'ai le droit de dire des choses, même si elles ne sont pas toujours
bien reçu. Voilà, donc je me suis autorisée à. Vous m'avez dit, on m'a fait comprendre que j'avais pas forcément ma place, j'étais pas forcément légitime, c'est ce que vous avez dit, ou fallait mieux que je me taise. Je crois que c'est plus ou moins ce que vous avez dit. C'est quoi les informations que vous avez reçues pour comprendre ça ? Alors, j'ai jamais eu ni de harcèlement, enfin, j'ai jamais vécu des choses de ce type-là. En tout cas, je les ai pas interprétées comme telles. Mais c'est des remarques qui paraissent anodines, en fait, et sur le ton de l'humour, souvent, de la dérision. Ou au départ, vous vous dites, oui, c'est un peu second degré. Et au fur et à mesure, ces petites choses, en fait, s'ancrent dans votre tête comme une petite musique et vous font dire, oui, t'as peut-être pas finalement le droit de citer. Je suis dans un métier, en fait, dans lequel il y a beaucoup d'hommes. Historiquement, c'est quand même un métier assez masculin. Recrutement, la chasse de tête et le management de transition sont des métiers quand même assez masculins, en fait, finalement. Quand on est une femme, qu'on est plus jeune que beaucoup de vos collègues, confrères, souvent messieurs, on vous regarde un peu différemment et on vous explique que vous parlerez quand on vous donnera la parole, en fait. Et donc, cette petite musique un peu lancinante, à un moment vous fait douter ou vous fait croire que finalement, votre tour n'est pas encore là et que vous n'êtes pas assez mature, vous n'avez pas assez d'expérience pour prendre la parole, prendre des initiatives, etc. Voilà, donc c'est plus insidieux que ça, en fait. C'est vraiment des petites paroles, des petites choses qui sont souvent annexes, mais qui, quand même, sont des petites musiques qui rentrent dans la tête. Et à un moment donné, je pense que j'ai juste dit stop, mais j'ai pas dit stop verbalement à ces remarques. Je me suis dit stop à moi, en fait, en me disant, voilà, t'es légitime, autant qu'eux en tout cas. Tu as le droit de prendre la parole, tu as le droit de tenter des choses, d'avoir une posture différente. Et je pense que c'est là où il y a eu quelque chose qui s'est déverrouillé dans ma tête et qui m'a autorisée à. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce stop arrive ? Parce que ça aurait pu être l'inverse, vous auriez pu décider de vous taire définitivement. Oui. Alors bon, c'est pas tellement dans mon tempérament. Après, il y a eu un élément, en tout cas clé pour moi. J'ai eu la chance, en fait, de gérer cette activité avec une autre femme. Donc, dans ce monde toujours d'hommes, nous sommes deux à avoir été consultantes en même temps, d'avoir été sur la même activité et puis d'avoir évolué toutes les deux en même temps. Et je pense que cette solidarité, finalement, et ce binôme nous a rendues plus fortes et a fait en sorte que, finalement, à un moment donné, on s'autorise ensemble. Parce que finalement, c'est pas de dire des choses, c'est une question de posture, en fait. C'est une question de se dire qu'on a le droit de dire. Donc, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidée. Et par le passé, il se trouve que j'ai eu plusieurs managers, et dont une femme qui m'a aussi beaucoup inspirée, on va dire, dans sa posture. Donc, je pense que tout ça mis dans une petite boîte a fait un moment que... alors, ça s'est pas fait d'un coup d'un seul. Les choses sont pas... je me suis pas réveillée un matin en me disant « c'est bon, j'ai le droit ». C'est venu au fur et à mesure, mais à un moment donné, je pense que je me suis sentie légitime. Alors après, est-ce que ça a correspondu à une maturité personnelle ? Probablement, tout en même temps. Une maturité personnelle, peut-être un équilibre aussi, vie pro, vie perso, parce que vous en parliez à un podcast précédent que j'ai écouté, et je considère aussi que c'est, pour moi, assez important. Donc, je pense que c'est tous ces éléments-là qui, à un moment donné, m'ont donné plus de force, plus de confort, qui ont fait que je me suis dit, autorise-toi. C'est intéressant, par exemple, parce que j'entends plusieurs choses dans ce que vous dites. Il y a, une chose déjà, la solidarité féminine a été assez forte, finalement, dans votre parcours. Clé, d'ailleurs. Assez clé. Et puis surtout, j'entends que vous vous êtes autorisé quand vous avez déjà eu un poste, en fait. C'est-à-dire quand vraiment vous étiez à un certain niveau, vous avez pu vous autoriser. C'est vrai. Si vous n'aviez pas accédé à ce niveau, je sais pas, est-ce que le niveau, finalement, a permis de la prise de parole ? Parce que c'est ça que je pose comme question. Ah oui, clairement. Clairement ? Ah oui, clairement. En fait, oui, clairement. D'ailleurs, c'est amusant, mais au départ, effectivement, pendant quelques années, parce que ça a quand même duré quelques années jusqu'à qu'on accède. Enfin, ça fait 12 ans que j'y suis. Finalement, ça fait 5-6 ans que je suis DG de l'activité, donc j'accède au CODIR aussi, ce que ça signifie aussi. Et puis on nous a dit longtemps, non mais on ne peut pas vous exposer trop, vous n'êtes pas forcément prête, etc. Bon, donc nous on s'est dit voilà, ok, on va devenir prête. Et puis, donc, en fait, effectivement, c'est je sais pas si c'est la fonction vraiment qui m'a donné l'autorisation, parce que je pense très naïvement, je savais pas bien ce que ça représentait, en fait,
d'être DG, je voyais pas bien. Enfin, moi, je me disais, bon, moi, c'est plutôt sympa, enfin, comme distinction, c'est super. Mais bon, ça va pas changer mon quotidien, etc. Et en fait, au fur et à mesure, je pense que j'ai compris, on attendait de moi. J'ai compris ce que ça signifiait, vraiment. Et au début, on me disait, voilà, ça va être aller au CODIR, c'est quand même une étape importante, c'est quand même un truc, il va se passer un truc incroyable au CODIR quand vous allez y aller. Et puis, je me souviens très bien de la première fois où on était au CODIR. Alors, je parle beaucoup en nous, mais c'est extrêmement important pour moi. Et la première fois, on est arrivé au CODIR, donc on s'est dit, il va se passer un truc incroyable. Au départ, on est quand même en écoute, en observation. Et puis, à la sortie du CODIR, on s'est regardés toutes les deux et on s'est dit, ah ouais, c'est ça. Et en fait, à partir de là, je pense qu'on a aussi beaucoup dédramatisé les choses. Enfin, dédramatiser pas le mot, mais en tout cas, on a pris les choses un peu différemment. Où on se dit, finalement, on nous dépeint des instances de gouvernance, de dingue, etc. Finalement, ça reste des réunions d'information. Et je pense que toutes ces choses-là ont fait que finalement, on s'est dit, ok, y a rien qui n'est pas à notre portée. Vous avez été nommés en même temps, du coup ? Ouais. Ok. Et vous êtes co-dirigeantes ? Oui, on est co-dirigeantes toutes les deux. Ok. On est devenus partenaires ensemble. Okay. Donc ça a été un élément extrêmement fort pour nous deux. Je ne suis pas sûre que si on n'avait pas été deux, ça se serait passé aussi bien, non, mais en tout cas, ça se serait passé de la même manière, parce que ça a été une force d'être à deux, c'est évident. Avec un prisme des valeurs, un regard qui est le même, qu'on véhicule encore aujourd'hui, notamment avec les hommes qui nous accompagnent dans cette aventure. Ça a été extrêmement fort pour nous deux d'être à deux, et ça a été une clé de réussite, clairement. Comment ça s'est passé du coup ? C'est vous qui avez mené à deux votre projet d'être à deux, c'est la direction qui vous a porté. Comment ça s'est passé votre nomination ? Non, en fait, on travaillait toutes les deux depuis quelques années. Il se trouve que ma co-DG a un peu le même parcours que moi, à la fois le même parcours finalement de vie, mais ce qui est un hasard, et le même parcours professionnel, puisqu'on est passé toutes les deux par Expectra. Donc, on avait un passé commun et une culture commune. Donc, on a travaillé quelques années ensemble, mais toujours en binôme. D'ailleurs, au début, on n'avait pas du tout d'ambition, en fait. L'ambition, c'était de faire notre job correctement, finalement. Mais pas d'ambition pour la structure. Et ça a pris très longtemps, en fait, à ce qu'on s'autorise à avoir une ambition, en fait. Finalement, l'activité a grossi, on s'est bien développé, on a prouvé et on a dû extrêmement prouver notre réussite, notre performance, qui n'était absolument pas gagnée. Voilà. Alors, pour les raisons que j'évoquais, parce qu'on était deux femmes, parce qu'on était relativement jeunes, dans un monde d'hommes, et l'activité a grossi, on a été de plus en plus performantes, de plus en plus innovantes aussi. Et donc, je dirais qu'au fur et à mesure, on a essayé de nous mettre des DG différents pour piloter l'activité, pensant qu'on n'avait pas la légitimité pour. Puis voilà, au fur et à mesure, je dirais qu'on a un peu pris le pouvoir, quoi, je le dirais clairement. On a accédé finalement à la fois à la direction générale et au partnership en même temps. Ça vous a fait quoi de prendre le pouvoir ? Rien. Honnêtement, rien. Pour moi, je suis pas du tout une femme de pouvoir. Ok. Ça ne m'intéresse pas spécifiquement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire grandir une activité, de lui donner de la légitimité, de la visibilité, que les gens qui travaillent avec nous soient heureux de venir chaque matin pour partager des moments de vie ensemble, parce qu'on passe à peu près 10 heures par jour ensemble, et que on ait une activité qui soit performante, puisque c'est quand même le nerf de la guerre. Donc, j'ai pas besoin de pouvoir. C'est pas du tout quelque chose qui m'anime. Maintenant, voilà, quand je vois une activité qui se développe, qui est plutôt en réussite, et quand je vois dans le regard des autres, en fait, qu'on est en réussite, c'est plutôt ça qui me fait plaisir. Mais c'est pas un sentiment, j'ai pas de sentiment pour moi, j'ai pas besoin de pouvoir. Voilà, j'ai besoin de faire quelque chose qui m'anime, qui me plaise, qui ait du sens, qui incarne des valeurs, parce que ça, c'est important pour moi. Après, le reste, ça m'est un peu égal. Bon, il se trouve que c'est quand même les clés d'une performance. Donc voilà. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, en tout cas, chez Arthur Hunt, on était un tout petit machin chez Arthur Hunt, très en marge du recrutement, du conseil, parce qu'on a une grosse activité conseil. Et au fur et à mesure, en fait, on s'est développé, on a fait de plus en plus de chiffre d'affaires, etc. Et d'une activité qui était clairement embryonnaire et très artisanale et très... on les laisse faire, mais bon, tant qu'elles nous coûtent pas d'argent, voilà,
elles nous font pas d'ombre. Et puis voilà, on a fait un peu notre petit sillon au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je suis assez fière de dire qu'on représente 40% de l'activité du groupe et qu'on a réussi à avoir une très belle équipe et une jolie place aussi sur le métier du management de transition, parce qu'aujourd'hui, on est bien reconnu pour les valeurs et la performance qu'on a, et plutôt un cabinet qui a vraiment une belle notoriété. Donc voilà, je suis fière de ça, mais c'est pas une question de pouvoir, c'est de me dire, voilà, je suis partie d'un point A, on est sur le chemin. Alors tout n'est pas gagné, il y a eu des embûches, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est ça qui m'anime. C'est pas le pouvoir en soi, ça ne m'intéresse absolument pas, en fait. Qu'est-ce qui vous mettez derrière pouvoir ? Le pouvoir, je pense que c'est c'est le rôle d'influence qu'on peut avoir dans une organisation. Alors, je dis pas que j'en ai pas. Bien sûr que j'en ai. Heureusement que j'en ai. Maintenant, pour moi, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que, bien sûr qu'on est dans des organisations dans lesquelles les comités de direction sont des instances politique finalement. Alors même si on est à l'échelle d'une petite organisation, on n'est pas une boîte du CAC 40, mais néanmoins, voilà, il y a des jeux de pouvoir, des jeux d'influence, des intérêts, parfois divergents, parfois convergents, etc. Parce que l'humain est fait comme ça et que les organisations fonctionnent comme ça. J'ai croisé des gens dans mon parcours qui ont des envies de pouvoir et des ambitions de pouvoir pour une position pour eux-mêmes, c'est-à-dire dire je suis arrivé à quelque chose, j'ai une carte de visite ou une plaque ou je sais pas quoi. Moi, c'est pas ça qui m'anime. Ce qui m'anime, c'est l'esprit d'équipe, c'est la performance collective, c'est ça qui me drive, c'est ça qui me fait lever chaque matin. Donc le pouvoir pour moi, ça m'est complètement égal, c'est-à-dire de me dire je suis arrivée à être directrice générale, c'était pas une ambition du tout. D'ailleurs, si on m'avait posé la question 15 ans plus tôt, franchement, j'étais incapable de dire que j'avais finalement, mais même quelle ambition j'avais pas d'ambition. C'était de faire un métier qui me plaise et de me lever le matin avec la banane et de faire quand même quelque chose qui ait du sens aussi et qui apporte une valeur ajoutée aux organisations. En tout cas, j'ai pas d'enjeu de pouvoir personnel et demain, si les choses deviennent différentes, j'ai pas forcément vocation à rester DG toute ma vie ou je ne sais pas. Enfin, je me dis, je suis là aujourd'hui, j'ai ma place aujourd'hui, je suis légitime aujourd'hui dans cette position-là. Et puis demain, on verra, quoi. Pour revenir sur votre parcours, ça m'a fait penser à quelque chose, c'est Christine Lagarde qui avait dit « Je suis là parce qu'on m'a pas vu venir ». Voilà. Elle a bien résumé. Ouais, c'est tout à fait ça. Par rapport au fait que finalement, on vous a laissé quelque chose de sympathique en se disant « Voilà, elle s'amuse ». Par contre, on a dit quand ça commence à grossir, on a commencé à vous mettre des directeurs. Oui, tout à fait. On vous a pas ou des directrices, j'ai pas eu que des hommes quand même. Pardon, mais des directeurs, c'est pour ça que j'avais tout à fait. Oui. On vous l'a donné quand, ce poste ? Finalement, qu'est-ce qui fait que vous avez fini par l'avoir, ce poste ? Déjà, au fur et à mesure, en fait, on a été aussi, et ça, je pense que ça va avec la posture, plus exigeante avec nos N+1. C'est-à-dire qu'au début, on nous met un N+1, on n'a pas cette notion d'exigence vis-à-vis de son N+1 au début. Il est là parce que, hiérarchiquement, quelqu'un a décidé qu'il soit là, donc c'est votre chef, donc point barre. Et au fur et à mesure, il y a eu une espèce de prise de conscience d'exigence, en fait. De se dire, finalement, mon chef, il n'est légitime que s'il m'apporte de la valeur ajoutée. Sinon, je considère qu'il n'est pas légitime, et s'il n'est pas légitime, je vois pas pourquoi il a cette position-là. Et donc, cette exigence, en fait, au fur et à mesure est arrivée, et donc j'ai challengé, ou nous avons challengé nos directeurs au fur et à mesure, et quand il n'y avait pas de répondant, et souvent il n'y en avait pas, en termes de valeur ajoutée, finalement, au bout d'un an d'exercice, on est revenu voir notre boss en lui disant, mais qu'est-ce qu'il apporte, voilà. Et à un moment donné, quand vous avez aussi un regard sur le PNL, parce que tout ça va ensemble, vous regardez votre PNL, et il le regarde aussi, donc vous apportez finalement la preuve que la personne n'est pas légitime, qu'elle vous a pas apporté de valeur ajoutée, etc. Donc on a eu pas mal d'années comme ça, où on a considéré qu'on n'était pas légitime, jusqu'au jour où finalement la solution s'est présentée, et puis je pense que il s'est dit finalement elles sont là, mais je pense que c'est vraiment pour le coup nous qui nous sommes autorisés à, en fait. Je pense qu'on n'était pas prête au début à se dire file-nous les clés, on va en faire quelque chose. Je pense qu'on ne s'est pas autorisé à, et qu'au fur et à mesure, et que finalement grâce à ces gens qui n'étaient pas forcément, en tout cas sur notre métier, parce qu'ils avaient vraiment une performance par ailleurs, etc. Mais
Voilà. Et ça s'est fait avec une prise de conscience, en fait, personnelle. Je pense que c'est la posture qu'on a prise qui, à un moment donné, a fait que le verrou s'est levé. Mais finalement, le verrou, on l'avait... je pense qu'on se l'était mis, nous, ce verrou-là. Donc c'est votre cheminement à vous, en fait, qui vous a amené ce poste. C'est personne qui est venu vous chercher ou qui vous a tiré, du coup. C'est juste qu'à un moment... Oui. Ok. Non, mais parce que c'est intéressant. C'est-à-dire que je pose la question parce que on dit souvent qu'il faut accompagner les femmes. Moi, ça m'agace un peu parce que je me dis, oui, il faudrait aussi accompagner les hommes différemment. Bien sûr. Mais on entend aussi souvent les hommes qui vont chercher des postes bien plus élevés que ce qu'ils peuvent prendre, là où les femmes, finalement, doivent faire leur cheminement pour arriver là où elles sont. Avec le recul, comment vous auriez aimé être accompagnée, si jamais vous l'aviez été? Je pense, alors oui, ça aurait été, je pense, intéressant de m'accompagner pour la prise de conscience que j'avais le droit, en fait, de pouvoir prétendre à. Parce que quand on n'est pas accompagné, ça met plus de temps. Voilà, la prise de conscience se fait plus lentement, forcément. Et à un moment donné, si j'avais été accompagnée en me disant « mais autorise-toi, t'as le droit de citer », je pense que ça m'aurait probablement fait accélérer les choses. Après, j'avais aussi besoin de ce temps probablement, donc je vis pas ce temps comme quelque chose de négatif. C'est un cheminement et je pense qu'il a été quand même positif in fine, mais oui, ça m'aurait forcément aidé à prendre conscience que j'avais le droit de dire, de prétendre à, etc. Donc oui. C'est plutôt sur la forme que sur le fond. C'est-à-dire que je pense que la forme est extrêmement importante en entreprise. La manière de formaliser les choses, de communiquer, etc. Je pense que décoder ça en amont aurait été précieux et m'aurait peut-être permis de déclencher des choses plus rapidement. C'est-à-dire que j'ai pas tout de suite, d'ailleurs j'ai assez tardivement décrypté finalement les enjeux politiques d'une organisation. Et peut-être que si j'avais eu ce décryptage plus tôt, le décryptage sur la communication, etc., ça m'aurait probablement aidé. Oui. C'est quoi les codes que vous avez compris qui vous ont permis de dire « Ok, du coup maintenant je peux ». C'est quoi ces codes clés pour vous ou ce décryptage, comme vous dites? En fait, moi je suis quelqu'un d'assez spontané. Qui dit plutôt les choses avec transparence. Et j'ai compris, en fait, que d'abord, il y avait une notion de temporalité, qu'on n'avait pas tous la même temporalité, et qu'il y avait un temps, en fait, pour dire, un temps pour se taire aussi, et que les choses, on prenait un peu de temps, même si on avait un objectif, etc., et que les chemins pour y arriver peuvent être un peu différents, et que selon les gens que vous avez en face de vous, fallait prendre des chemins différents. Voilà, donc ça, je pense que ça a été assez clé, oui, dans l'évolution et dans la compréhension. En fait, c'est ce temps-là que, au départ, j'étais probablement dans l'urgence du moment, et là, j'ai compris, au fur et à mesure, que le temps était quelque chose dont on pouvait aussi se servir et que fallait un peu de temps pour que les choses se fassent, des décisions se prennent et qu'on pouvait passer par des étapes aussi intermédiaires pour qu'elles se fassent in fine et qu'on pouvait revenir en arrière, etc. Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai appris et ce sur quoi j'ai dû d'ailleurs plutôt travailler. Je comprends. Vous m'avez dit tout à l'heure, la montée au CODIR, elle s'est pas fait tout de suite, du coup. J'étais pas sûre de comprendre, en fait. Vous avez Non. Alors, quand nous sommes devenus DG, si, nous avons été au CODIR immédiatement. Oui, non, c'est arrivé à ce moment-là. D'accord. Mais à un moment, voilà, où on se disait, elles assistent au CODIR, mais en gros, elles sont un peu apprenties, quoi. Donc... Qui c'est qui vous disait ça, en fait? Vous étiez apprenti CODIR? Non, c'était, on me l'a jamais dit, on nous l'a jamais dit, mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui, c'est parfois des regards, parfois des remarques un peu insidieuses en marge, donc et peut-être c'est la manière dont on les a perçues, c'est-à-dire que peut-être qu'on me les a pas dites, mais comme je me suis considérée comme pas légitime, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai perçu. Vous avez des exemples de remarques? Non, pas de remarques comme ça, mais voilà, des petites choses qui vous font dire que c'est bien, vous êtes là, soyez content d'être là, mais surtout ne donnez pas votre avis. Et si vous donnez votre avis, on n'est pas sûr qu'il soit écouté. C'est pas forcément évident d'être en codirection. Alors là, j'ai compris que c'était quand même un partenariat de longue date avec des valeurs communes. Comment ça se passe par rapport au management d'équipe? Est-ce que vous vous mettez tout le temps d'accord? Comment Alors, vous voyez ça? On est très différentes. Okay. Donc, je dois dire que ça, c'est aussi la clé, c'est-à-dire qu'on a des personnalités très différentes, c'est-à-dire, l'une, c'est un peu plus spontané que l'autre, etc. Donc, on se complète bien d'un point de vue personnalité. Je pense qu'on se respecte bien, humainement. Pour nous, c'est extrêmement important qu'on soit alignés. On n'est pas toujours d'accord, mais on arrive toujours à être d'accord.
Mais en même temps, j'ai pas l'impression qu'on ait des vues très divergentes. C'est-à-dire qu'on a quand même une vision identique, je pense, alors c'est peut-être un grand mot de dire du monde, mais en tout cas, de la manière dont on a envie de travailler, des ambitions qu'on a collectivement et personnellement, et puis des valeurs qu'on incarne. Parce que, on est dans un métier des ressources humaines, donc c'est à la fois ce qu'on vend, mais c'est aussi ce qu'on est. C'est-à-dire que on incarne des valeurs particulières. Donc là-dessus, on se rejoint sur les principes fondamentaux, je dirais. Après, sur manager les équipes, on le fait vraiment en binôme. C'est-à-dire qu'on recrute toutes les deux, mais on n'est pas toujours d'accord sur la perception des candidats qu'on rencontre pour rejoindre les équipes, mais on échange beaucoup et on a un vrai respect mutuel qui fait que ça fonctionne et une vraie complémentarité. Et un objectif commun qui est quand même là. Donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de très confortable en fait, de mener notre barque à deux. Après, auprès des équipes, je sais pas si c'est confortable, mais si, je pense que si, parce qu'on a une vraie vision. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que ce soit en interne, au sein de l'équipe, au sein de la division management transition ou même au sein d'Arthur Hunt, on parle toujours de nous à deux en fait. On nous demande nos avis à deux, etc. Après, on a en termes de sujets, on a des sujets qui nous animent plutôt l'une ou l'autre. Finalement, on se répartit un peu les rôles comme ça, mais il n'y a pas de décision qu'on prend sans concerter l'autre et sans avoir l'avis et l'accord de l'autre. Pour nous, c'est fondamental en fait. Par rapport à tout ce que vous m'avez dit sur vous, votre prise de conscience par rapport au fait de prendre la parole, votre évolution, votre légitimité, comment est-ce que vous accompagnez vos consultantes ou vos consultants vis-à-vis de ça? On a des hommes. Aujourd'hui. Non, mais du coup, les deux, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vous accompagnez différemment par rapport à tout ça, en fait? Alors, déjà, nous n'avons que des consultants, qu'on appelle directeurs de mission chez nous. Alors, on n'a pas fait exprès de recruter que des hommes. Il n'y a que des hommes, très bien. On a alors des directeurs de mission qui sont hommes, et puis on a une équipe talent management où il y a des femmes. Voilà. Mais en tout cas, nos directeurs de mission qui ne sont que des hommes. Alors, comment on les accompagne? Sur la posture, vous voulez dire? Oui, sur la posture. Pour nous, ce qui est clé, au-delà de la performance, c'est vraiment de partager des valeurs. En fait, pour nous, ça a toujours été le driver, finalement, de nos recrutements. On s'est toujours dit que ça, c'était un point clé, en fait, dans la réussite de cette équipe. Et puis, on essaye, alors ceux qui devenaient partenaires, justement, de leur décrypter l'organisation. Donc, on est vraiment sur la base d'échanges et de respect mutuel et de confiance. Je pense que c'est ce qui fonctionne. En tout cas, c'est notre façon de voir les choses. Et ils savent que notre porte est toujours ouverte, que ce soit, d'ailleurs, quand ils ont des sujets, soit pro, soit perso, parce que on partage quand même un bout de temps ensemble, donc forcément tout ça est extrêmement mêlé finalement, et ils savent que notre porte est toujours ouverte, que nos oreilles sont toujours à l'écoute et qu'on saura les accompagner finalement, quel que soit leur sujet, et qu'on est là il arrive à nos collaborateurs bien sûr d'avoir des problématiques de vie à un moment donné où ils ont besoin d'avoir plus de temps pour eux, plus de temps accordé à leur famille, et on est plutôt là à les rassurer, à leur dire que le temps ils l'ont, qu'ils le prennent, et au contraire plutôt à les pousser à ce qu'ils mettent en place les bonnes priorités aussi, qui se soucient pas de la partie pro parce qu'on leur fait confiance. Donc ça, c'est important. De leur donner ce message, c'est aussi important parce que tout le monde peut avoir à un moment donné des problématiques de vie qui fait que on est moins dans le boulot, on a moins d'énergie à mettre dans le pro. Et notre rôle, c'est de lui dire, prends ce temps-là pour toi, On est là et on t'aidera, on compensera. Et je pense que tout ça fait en sorte que, au fur et à mesure, eux aussi, ils ont confiance en nous et ça fonctionne, C'est intéressant d'entendre cette notion de prendre le temps en entreprise, parce que c'est vrai qu'on est toujours dans l'accélération. Ouais. Et en plus, vous en parlez dans le cadre de management d'hommes. D'hommes et de femmes, on a quand même des femmes. Non, je sais, mais là, vous parlez des directeurs de mission. Vous parlez des directeurs de mission, évidemment que c'est des femmes aussi, mais vous parlez des directeurs de mission. Ouais. Du coup, c'est intéressant aussi de dire qu'on a tous, en fait, toutes et tous, besoin à un moment d'un temps privé pour être plus compétent après. Bien sûr. C'est aussi l'idée. Ouais. Alors, nous, on y a toujours fait extrêmement attention. En tout cas, pour nous, ça a été assez clé, c'est-à-dire de ne pas opposer notre vie pro et vie perso. En fait, de pouvoir mener les deux de front, parce que il se trouve que toutes les deux, on a 3 enfants, alors maintenant qu'ils sont un peu plus grands, mais qui n'ont pas toujours été, donc il a fallu accorder quand même du temps à nos familles. Pour nous, ça a toujours été important. Et d'ailleurs, quand on recrute, et qu'on recrute soit des jeunes mamans, soit des jeunes papas, c'est quelque chose qui est assez clé, qu'on dit
spontanément. C'est-à-dire que ce qu'on dit, c'est que il y a un temps pro, vous êtes là, on est dans la performance, etc. Mais enfin, vous avez aussi une vie perso. Et quelque part, on partage, nous, des moments de vie dans lesquels il y a du pro et du perso. Et donc, pour nous, c'est assez clé d'avoir cet équilibre entre les deux. Et ça a été assumé très tôt, en fait. Et le fait d'être à deux, ça nous a beaucoup aidé. Enfin, on n'était pas forcément dans le truc de se dire, il faut rester au bureau à pas d'heure pour montrer qu'on est là. On a toujours tenu à cet équilibre parce que c'était important pour nous et en l'assumant plutôt pas mal. Et au départ, ça n'a pas toujours été très simple. Et ça, on s'est autorisé parce qu'on était des femmes, je pense. Je pense pas qu'un homme dans notre position aurait osé dire je vais m'absenter pour amener mon fils chez le pédiatre. Je pense pas. Enfin, aujourd'hui, oui. Parce qu'on le voit bien. Mais il y a 20 ans ou il y a 15 ans, non. Alors que nous, ça a toujours été un point extrêmement important pour nous, cet équilibre. Pourquoi vous dites que ça n'a pas été simple ? Vous êtes arrêté au milieu de la phrase, vous dites ça n'a pas toujours été simple. Non, mais enfin, en tout cas, au début de carrière, on m'a quand même fait comprendre, parce qu'avant, chez Expectra, j'étais dans un cabinet de chasse, où c'était quand même assez masculin. C'était un petit cabinet de chasse, mais qu'il fallait qu'à un moment donné, si j'avais envie d'évoluer, en gros, il fallait que je fasse des heures et que partir vers 18h, 18h30, c'est pas concevable dans un cabinet de chasse, quoi. Voilà, on me l'a dit. Donc c'est vrai qu'on est resté, je suis restée longtemps avec ça dans la tête en me disant si pour toi c'est important, ça veut dire qu'à contrario tu pourras pas et pouvoir permettre d'évoluer, etc. Et moi je suis ravie quand un de nos collaborateurs nous demande un congé paternité, je trouve ça super. Voilà, mais tout ça a évolué, mais c'était un combat et aujourd'hui heureusement que dans l'entreprise, on a le droit de dire qu'on a une vie perso, une vie pro et puis les femmes dirigeantes il y a encore quelques années ne parlaient pas du tout de leur vie privée, c'est-à-dire qu'elles devaient limite prouver encore plus que les hommes qu'elles avaient de la disponibilité. Je pense que j'ai eu de la chance d'avoir toujours été dans des structures qui m'ont quand même permis globalement d'avoir cet équilibre-là. Et ce qui aussi m'a permis d'être plus forte, quoi, parce que j'ai pas eu à choisir finalement. Mais oui, dans un métier assez masculin, en tout cas, je ramène ça il y a 20 ans, c'était pas forcément bienvenu. Enfin, on vous faisait comprendre que oui, vous pouvez être assistante de recherche, mais consultante, fallait choisir. Ça a joué dans votre évolution de carrière, parce que vous avez quand même eu 3 enfants. Oui. Le fait quoi d'avoir des enfants et de justement prendre le temps pour vos enfants. Parce que vous dites du coup que ça a pris du temps, il y a en train de... Oui, alors je pense que ça a joué. Alors mes enfants diront peut-être que j'ai pas été assez là, probablement, même si je trouve que j'étais quand même pas mal là, mais bon, on n'est jamais assez là. Bon, ouais, ça a joué dans ma maturité. Et je pense aussi... Alors j'ai une mère qui m'a toujours dit, il faut que tu travailles parce que c'est ta liberté. Alors c'est sûr que quand on a 15 ans, on voit pas bien où est la liberté dans le travail, on comprend pas bien. Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, on le comprend, que c'est aujourd'hui extrêmement vrai que c'est ma liberté. Oui, ça a joué parce que j'ai été épanouie d'avoir les deux finalement. J'ai été épanouie dans le fait d'avoir, je pense, une vie de famille en tout cas qui me correspond et qui me convient et dans lesquelles j'ai l'impression que tout le monde a relativement sa place. Et puis en même temps, j'ai pu quand même mener une carrière qui me satisfait aujourd'hui. Donc oui, je pense que ça a joué et en tout cas, ça a été un équilibre important et que je porte encore aujourd'hui. Donc oui. C'est intéressant parce qu'il y a deux choses, quelque chose qui s'oppose, en tout cas que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que à la fois le fait d'avoir des enfants a joué sur votre évolution de carrière qui a pris plus de temps finalement, et en même temps ça a joué sur votre compétence et votre performance. Ce que vous dites, c'est cet équilibre qui m'a permis aussi d'être plus performante. Ouais. Donc finalement, ça ne devrait pas s'opposer. Non, c'est pas que ça s'oppose, mais je pense que quand même à un moment donné, ça m'a fait aussi prendre conscience d'une certaine maturité, etc. Et puis quand ils sont petits, on accorde beaucoup de temps en fait, la logistique. Et puis au fur et à mesure qu'ils grandissent, on s'autorise aussi à penser davantage à soi. Après, j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours d'avoir pu avoir de l'aide aussi, parce qu'il y a plein de femmes qui n'ont pas d'aide. Je suis très reconnaissante aussi aux gens qui m'ont accompagnée toutes ces années, de m'avoir permis de me consacrer un temps important à ma carrière, aussi à mon mari, parce que finalement c'est une histoire de couple.
Je veux dire, aujourd'hui, donc je pense que j'ai eu beaucoup de chance, ou en tout cas j'ai construit ma chance. C'est une histoire de famille, et je pense qu'aujourd'hui mes enfants sont quand même fiers de voir une maman qui travaille et voilà, et qui est épanouie professionnellement. Je pense que c'est surtout ça. Je pense que si on arrive à être épanoui professionnellement, on l'est personnellement, et le contraire. Donc aujourd'hui, en tout cas, les deux sont pour moi importants. Mais j'ai eu beaucoup de chance, parce que toutes les femmes n'ont pas la chance de pouvoir avoir une nounou. C'est vrai que de ce point de vue-là, ça a été important, ou d'avoir un mari aidant, etc. C'est certain que c'est une histoire de famille, quoi, quand même. Le mot mari aidant. Oui, le mot mari aidant, mais quand même, il sera content d'entendre que... Non, mais c'est vrai que... Je vous embête. Je pense qu'on a réussi tous les deux à évoluer, parce qu'on avait ce respect mutuel de se dire que chacun avait le droit à une vie professionnelle épanouie, et pas au détriment de notre famille. Et c'est vrai pour moi, et c'est vrai pour lui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est assez équilibré de ce point de vue-là. Et ça a été, en tout cas pour moi, ça a été aidant, c'est sûr. Ah non, mais vous avez raison de le souligner. Beaucoup de gens le disent. Je m'appuie juste sur le mot aidant, qui est beaucoup discuté aujourd'hui, mais parce que c'est mari présent, mari aidant, mais c'est pour ça que je... Non, parce que moi, moi, j'avoue que je le dis à bon escient, c'est qu'il a été aidant. C'est-à-dire qu'il n'était pas seulement là, c'est-à-dire qu'on a un vrai partage de tâches. C'est un peu, mais en tout cas, oui, il a été aidant. Très bien. Je vais revenir sur le recrutement, sur les consultants. Vous attachez beaucoup d'importance aux valeurs. Oui. Je trouve ça très intéressant. En quoi c'est un vrai choix managérial pour vous d'attacher de l'importance aux valeurs en priorité ? En fait, pour moi, ce qui est très important aujourd'hui, c'est de construire une équipe. Une équipe, c'est quoi ? C'est des individualités. Et aujourd'hui, mon driver, c'est de se dire, une équipe, c'est pas seulement la somme d'individualités, c'est quelque chose de... C'est au-delà de ça. Et une équipe, pour moi, qui arrive à faire quelque chose de commun, de partagé, avec une vraie volonté de construire ensemble sur la durée, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, et ça donne de la performance. Voilà. Donc pour moi, j'attache beaucoup d'importance à ça, c'est-à-dire à recruter des gens qui partagent des valeurs de respect, d'écoute mutuelle, avec des personnalités propres, parce qu'on est dans une équipe avec des personnalités extrêmement différentes, mais qui, en tout cas, ont le plaisir de travailler ensemble, ont le respect mutuel des valeurs, d'une histoire, d'une religion, je sais pas quoi, mais qui partagent cette ambition de construire quelque chose ensemble. Et ça, c'est un driver extrêmement fort. C'est vraiment ce qui nous drive lors de nos recrutements. C'est-à-dire que pour nous, si on recrute quelqu'un, en tout cas, on ne recrutera pas quelqu'un qui n'aura pas cette valeur. Et on considère que même si quelqu'un était extrêmement performant, mais qui ne partage pas nos valeurs, on ne le recrutera pas. Parce que ce qui fait la force de cette équipe, c'est la complémentarité, l'envie d'être ensemble, le respect mutuel. Oui, et qu'on partage des valeurs de vie, en fait. Ça, c'est clé. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que, chez Arthur Hunt, souvent, on nous dit, mais vous êtes une vraie équipe. Alors, ça me fait sourire, en même temps, ça me fait tellement plaisir. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a sa place, tout le monde a voix de cité, il n'y a pas de mauvaises remarques, il n'y a pas... on est très... même si, le mot co-construction est un peu galvaudé, mais c'est quand même ça. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir une idée à un moment donné sur quoi que ce soit, et tout le monde a le droit de la dire et de l'échanger, discuter. On est très dans le partage de plein de choses, et que tout le monde trouve sa place, en fait, dans cette équipe. Donc ça, c'est clé pour nous. Et quand ça n'a pas fonctionné, parce que parfois ça n'a pas fonctionné, c'est vraiment qu'on ne s'est pas rencontré sur les valeurs. C'est clé, et ça restera clé pour nous, quoi. Je vous posais la question tout à l'heure de comment vous accompagnez les consultants versus les consultantes. On m'a dit on n'a que des directeurs de mission. Oui. Mais en fait, par rapport à la prise de parole dont on parlait au tout début, vous dites moi j'ai dû apprendre à parler, à prendre la parole. Ouais. En fait, là, vous avez créé un espace dans votre équipe où tout le monde peut parler, en fait. Oui. Finalement. Ah oui, complètement. Oui, et je dirais même au-delà, c'est qu'on les pousse à prendre la parole. Voilà. Après, les directeurs de mission sont des gens qui ont une certaine seniorité, une expérience en entreprise, etc. Donc, je dirais que, c'est plus facile, mais on a
par exemple le pôle talent. Et pour nous, c'est important aussi que ce pôle-là, qui est en parallèle, donc le pôle talent chez nous accompagne sur la constitution de notre vivier de manager de transition, nous accompagne sur le recrutement, etc., prennent aussi la parole au même titre que les consultants, parce que dans les organisations comme les nôtres, en tout cas dans les cabinets de recrutement, il y a souvent les directeurs de mission qui font le chiffre et puis le back-office. Enfin, je caricature, mais c'est pas loin, quoi, quand même. Et pour nous, c'est extrêmement important, et on l'a toujours dit, que tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas de niveau hiérarchique. Alors, il y en a un quand même, mais en tout cas, il est aussi plat que possible sur la vie, en fait, du pôle, la vie de notre entité. Et donc, c'est important pour nous que, quel que soit le rôle que la personne occupe, elle ait des choses à proposer, elle puisse sortir des sentiers battus, oser, organiser des événements, des choses comme ça. Enfin, la prise de parole est importante et l'action est importante. C'est-à-dire que, justement, au dernier podcast sur la personne qui est directrice générale de l'IESEG en parlait sur l'intrapreneuriat, et nous, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, en fait, chacun peut proposer des idées, et ça, c'est extrêmement important. Je pense que ça aussi nous a beaucoup aidé, ce côté-là, c'est-à-dire de proposer des choses, d'innover. Vous voyez, typiquement, chez Arthur Hunt, on est dans une culture de la chasse de tête, donc vivons heureux, vivons cachés, c'est une activité confidentielle, etc. Donc c'est quand même ça le driver finalement. Et quand il y a quelques années, on parlait de marketing, communication, on nous regardait avec des grands yeux en nous disant « Non, mais les prospectus, on va pas en faire. » Ouais, ok. Voilà. Les choses ont évolué, on s'est battu pour avoir un budget com, je le dis, parce qu'on nous l'a refusé, on s'est battu pour ça. Et voilà, et aujourd'hui, on fait des actions de communication. Et pour nous, tout le monde dans l'équipe en tout cas, a des idées. D'ailleurs, quand on se pose la question, on réunit tout le monde autour de la table pour brainstormer de manière générale sur ce qu'on pourrait faire. Donc ça, c'est important. Je pense que ça fait partie aussi d'une équipe. C'est-à-dire que recruter des gens avec des valeurs, c'est important. Mais après, il faut quand même les écouter. Il faut leur donner la parole. Il faut qu'ils sentent tous qu'ils ont finalement, un poids dans l'équipe. Ça, c'est important pour nous. C'est une adéquation avec vos valeurs, c'est-à-dire que c'est la mise en ligne concrète des valeurs. C'est-à-dire que vous cherchez des gens qui veulent parler et participer, donc vous les faites parler et participer. Oui, bien sûr. C'est sûr. Mais mais pour nous, c'est extrêmement important. C'est super intéressant parce que c'est vrai que, alors moi je fais pas mal de formations management et en recrutement, la question du recrutement se pose toujours finalement comment on recrute le bon candidat. Ouais. On sait très bien qu'un mauvais recrutement ça peut tout planter. Ouais. Je pense que toutes les gens qui recrutent le savent. Ouais. Et vous en fait ce que vous dites c'est que dans nos recrutements le critère prioritaire c'est l'esprit d'équipe. D'abord on met la participation à l'esprit d'équipe pour être sûr d'avoir une équipe constructive et ensuite la performance du candidat. Parce qu'il faut quand même un candidat performant, ça change rien qu'il faut qu'il ait les compétences. Ah oui, c'est quand même le socle. C'est le socle. Oui. Alors, évidemment qu'il faut des compétences, mais dans nos métiers, c'est assez difficile de checker les compétences parce que des compétences commerciales, certes, mais c'est difficile à évaluer en entretien, des compétences commerciales. Parce qu'on peut vous dire, j'ai fait tant de chiffre d'affaires, ok, mais c'est assez compliqué de cerner et d'évaluer la compétence commerciale. Donc, oui, il y a un socle de compétences techniques, on va dire. Mais après, moi, je pense que c'est 50-50 aujourd'hui. Après, aussi, ce que je me dis, c'est qu'en vous écoutant, avec cette méthode de recrutement, vous vous assurez de ne pas d'atteindre le seuil de Peters pour chacun. Parce qu'en fait, un seuil de Peters, seuil de compétences. Parce que chacun peut justement apprendre de l'autre, échanger avec l'autre, compléter avec l'autre. Là aussi, les personnes sont plus individualistes. Au bout d'un moment, ça peut bloquer. En fait, si vous voulez, on fait un métier, notamment, alors, encore une fois, souvent dans la chasse de tête, parce que c'est quand même des activités qui sont assez liées, on va dire, avec la chasse de tête. C'est quand même un métier assez individuel, la chasse de tête. C'est-à-dire que vous avez vos clients, vos recherches, etc. Nous, en management de transition, on travaille sur un vivier commun. D'accord ? Notre rôle, c'est de pouvoir accompagner des organisations dans leur transformation, dans leur crise. Et donc souvent, d'ailleurs tout le temps, on nous sollicite pour des sujets extrêmement urgents. Donc, on doit être capable, dans dans la semaine, de pouvoir trouver un directeur général dans un contexte de crise ou un DRH dans un contexte social particulier. Voilà. Donc, ça nécessite d'aller très vite, de pouvoir identifier rapidement, déjà comprendre rapidement la problématique, d'identifier rapidement le bon candidat. Si on n'est pas en capacité d'avoir un vivier de candidats communs,
Aujourd'hui, on n'a pas la possibilité d'être réactif et de répondre aux besoins clients. Donc, notre façon de fonctionner, c'est d'avoir un pool de managers de transition en commun qui est partagé, qui est alimenté par tous, qui est donc évalué aussi par tous et qui est partagé entre tous. Donc, je dirais que le métier en lui-même, il ne supporte pas en fait l'individualisme parce que je dois faire confiance à mon directeur de mission quand il a rencontré un candidat, qu'il l'a évalué, qu'il l'a finalement un peu jugé et qu'il me dit vas-y. Alors bien sûr, je vais prendre le temps nécessaire pour rencontrer ce candidat, etc. Mais j'ai quand même confiance en l'évaluation, en jugement du directeur de mission qui me fait en fait une recommandation dans ce sens. Donc voilà, donc je ne sais plus quelle était votre question à l'origine. Je vous disais que c'était le rapport au fait de travailler ensemble et l'importance de travailler ensemble. Voilà, oui voilà. Donc du coup, comme on partage ce vivier qui est finalement extrêmement important pour nous, qu'on l'alimente, etc., si vous travaillez de manière individualiste, ça ne peut pas fonctionner dans notre métier. En fait, je vous entends, mais en même temps, pour avoir vu beaucoup d'entreprises et d'organisations, surtout dans le milieu commercial, il y a quand même cette logique à être plus individualiste pour des raisons de bonus, souvent. Je vais revenir totalement. Revenons dessus. Et puis pour des raisons aussi de challenge. Il y a aussi la notion, il y a aussi des entreprises qui cherchent aussi le challenge tout le temps entre commerciaux. On se rend compte quand même au final que la collaboration fonctionne. Enfin, moi, dans les équipes commerciales notamment, j'ai vu quand même que ceux qui se débrouillaient le mieux, c'est ceux finalement qui coopéraient. Donc en fait, vous dites que c'est propre à votre métier, sûrement, et la façon dont vous l'expliquez, je le comprends. Après, je me dis que ça peut être plus large. Et du coup, je me pose aussi la question, au vu de ce que vous me dites par rapport au vivier, est-ce que vous alignez votre philosophie, vos valeurs et votre façon de penser à votre logique de bonus ? C'est-à-dire, est-ce que du coup, on est très individualiste dans la récompense à la suite, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus collectif ? En fait, la vérité, elle est un peu au milieu. C'est-à-dire que, oui, évidemment qu'on a une réussite individuelle, c'est-à-dire qu'un développement commercial propre et une réussite individuelle avec des objectifs clairs à atteindre, un chiffre d'affaires, une marge, etc., par an. Néanmoins, c'est cet esprit collectif qui permet à chacun une réussite individuelle. Okay. Et ça, je pense que tout le monde chez nous l'a compris. C'est grâce à ce collectif qu'on arrive individuellement. Et je pense que la compétition, parce que c'est pas un mot, au contraire, moi c'est un mot qui m'est cher et je le trouve très important et très valorisant, est importante dans notre métier parce qu'on fait un métier de performance commerciale et que c'est ça qui drive les choses. Enfin, je veux dire clairement. D'ailleurs, si on a réussi à être DG, etc., c'est aussi parce qu'on a montré une performance commerciale qui, à un moment donné, a été évidente aux yeux de tous et qui nous a permis d'être là où on est. Donc la performance commerciale et la compétition extrêmement importante, mais il faut une compétition saine. Moi, j'adore quand deux directeurs de mission se challenge dans l'année en se disant mais je vais faire mieux que toi cette année parce que t'as fait mieux que moi. Voilà, j'adore. Et quelque part, notre rôle, c'est de continuer à avoir cette émulation et cette compétition parce que c'est le driver de notre métier et qu'il en faut. Et en même temps, que ce soit fait dans un esprit constructif, de partage et d'échange, donc personne au détriment de l'autre. Quand on a des gens qui sont un peu plus en difficulté à un moment donné parce que ça peut arriver dans nos métiers d'avoir moins d'énergie une année, d'avoir moins de chance, plein de choses, d'être en capacité, en tout cas nous, c'est notre façon de voir les choses, de l'aider, donc de lui apporter peut-être un petit peu plus d'affaires cette année-là, sans avoir besoin de se justifier, mais juste de dire, cette année, on va t'aider, parce que tu as moins d'énergie à consacrer au développement commercial pour X raisons. Donc voilà, on va te donner un coup de pouce et ça n'enlèvera pas ton mérite pour autant. Donc en fait, la vérité, elle est vraiment au milieu, c'est-à-dire qu'il faut garder une compétition parce que c'est quand même le nerf de la guerre et c'est ce qui nous fait nous lever chaque matin et en même temps se dire cette réussite des uns, c'est la réussite de tous, quoi. Donc, et c'est vraiment là-dessus qu'on fonctionne et je pense qu'en tout cas, pour l'instant, on a plutôt réussi ça. Plus on grossit, plus c'est dur de maintenir l'équilibre parce que il faut continuer à trouver ces valeurs-là et dès qu'on met un élément nouveau, il faut qu'il se plug dans le collectif. Donc, c'est toujours un équilibre difficile et de plus en plus difficile. Mais aujourd'hui, je pense qu'on y arrive. Et je pense que tout le monde dans l'équipe est dans ce même état d'esprit. Enfin, c'est d'ailleurs sûr. Non, mais c'est intéressant d'entendre parler de compétition saine. Vous avez raison. C'est à la fois la compétition, c'est quand ça reste un jeu, en fait.
Ah bah pour nous c'est vraiment ça. Après c'est sûr que c'est leur rémunération, hein. Donc notre rôle aussi c'est une certaine équité, c'est-à-dire que c'est de maintenir une équité entre les directeurs d'émission, faire en sorte qu'ils aient tous les mêmes niveaux de chance pour y arriver. Et puis encore une fois, hein, on a tous des éléments qui font dans la vie qu'on a moins de performance. On peut être plus fatigué, peut y avoir plein d'éléments. Voilà, notre rôle c'est de donner les coups de pouce. Ou d'ailleurs, parfois aussi, les coups de pied pour dire, bon là, tu t'endors un peu, faut y aller, quoi. Parce que ça va dans un sens, mais ça va dans l'autre. C'est-à-dire que moi, je considère beaucoup que les gens ont des droits et des devoirs. C'est-à-dire que l'organisation est là pour les aider, les accompagner, autant que faire se peut, en tout cas. Maintenant, évidemment, il faut quand même un travail personnel, il faut un investissement, il faut une implication, et l'un ne va pas sans l'autre. Comment vous envisagez de grossir ? Je pose la question parce que c'est plus facile comme vous dites, quand on est une petite équipe, parce que vous avez quand même monté l'équipe. Hein. Ouais. Plus facile quand on est une petite équipe d'être centré sur les valeurs, de bien cibler les gens. Plus on grossit, plus il faut rajouter de personnes. Ouais. Et puis, c'est pas une question de laxisme de recrutement du tout, mais en tout cas, il faut revoir ses critères de recrutement. Ouais. Comment vous envisagez ça ? Alors, nous, on a toujours dit qu'on envisageait une croissance mesurée. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, alors aujourd'hui on est 10, bon, on a une belle réussite, une belle performance. Notre ambition, en tout cas, c'est pas de doubler ou de tripler demain. C'est plutôt alors de continuer à évoluer, de continuer à grossir, mais c'est une croissance mesurée, faire en sorte que chaque recrutement puisse être absorbé tant par le groupe, quand je dis le groupe, c'est le collectif, et puis par l'organisation, pour pouvoir recruter quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est important pour nous. Donc on va continuer à grossir, mais on va grossir de manière mesurée. Mais c'est vrai que quand on grossit, finalement, le risque, c'est de diluer ça. Évidemment, on va être les garantes de ça. Donc je pense que ça va être un vrai challenge des prochaines années de grossir tout en maintenant ces valeurs-là. Je propose de revenir au rapport du militantisme dont j'ai parlé au tout début. Vous disiez que vous n'étiez pas militante. Je voulais avoir votre vision du coup sur ce qu'est le militantisme et pourquoi c'était important pour vous de le préciser. Aujourd'hui, en tout cas dans l'entreprise, on sent poindre en fait vraiment ces sujets de militantisme. C'est-à-dire qu'on sent bien que aujourd'hui, il faut que l'entreprise porte certaines valeurs, porte la parole sur certains sujets de manière assez importante pour pouvoir recruter aussi des nouveaux collaborateurs, montrer que on est engagé sur tel ou tel sujet, etc. Alors, je trouve ça très bien, ça fait avancer les droits, etc. de chacun, c'est très bien. Après, je pense qu'il faut juste faire attention à ce que ça ne devienne pas que du marketing. C'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise incarne ça au plus profond de son organisation et que ce soit porté par tous et que ce soit incarné en fait, que ce soit illustré en fait dans l'organisation, dans la gouvernance, etc. Si on en reste juste à porter un fanion, à faire des choses pour du marketing sans que ce soit en fait intégré dans les valeurs profondes de l'entreprise, je pense que c'est à double tranchant parce qu'en fait, vous allez engendrer chez les gens qui vous rejoignent par exemple une frustration et une incompréhension entre les valeurs affichées et les valeurs réelles de l'entreprise. Et à mon avis, c'est ça le danger. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire que toutes les entreprises aujourd'hui ont quand même, enfin beaucoup, et notamment les grandes, portent fort les valeurs. Voilà. Donc, il y a un certain militantisme qui est rentré dans les entreprises. Je pense qu'il faut faire attention à ce que ce militantisme ne soit pas un militantisme de façade, qui soit un militantisme drivé par des faux sujets et que ce soit vraiment incarné. Et le risque pour moi, c'est d'avoir effectivement entre des valeurs affichées et une réalité, quelque chose qui soit pas cohérent. Et là, je pense que c'est assez nuisible en fait. Donc l'idée, c'est d'abord de s'aligner, ensuite de l'afficher. C'est un peu ça ce que vous dites. C'est-à-dire que afficher pour afficher, ça ne sert à rien. En fait, il y a une réflexion culturelle à avoir, en tout cas une réflexion. Si on veut l'afficher, il faut d'abord le réfléchir avant et l'incarner avant. Oh, exactement. Ouais, il faut l'incarner avant et je pense que ça peut pas être une idée de mode. Après, je suis un peu partagée parce qu'en même temps, je me dis que le militantisme, c'est quand même ce qui permet de faire avancer les choses. Mais après, il faut qu'il soit mesuré. Je pense que faut pas que ce soit des dictates en fait, parce que ça, c'est un peu dangereux. C'est difficile de se dire parce que ça fait avancer la cause, évidemment. Après, dans l'entreprise, je pense que c'est pas le rôle de l'entreprise de porter ce militantisme. Voilà. Ok. À part pour ceux dont c'est la vision propre, mais... Oui, bien sûr, bien sûr.
En fait, ce que vous dites, c'est qu'en gros, finalement, les militantes font bouger des choses. En faisant bouger des choses, ils l'amènent en entreprise, mais les entreprises ne sont pas prêtes, ou en tout cas, elles ne sont pas alignées avec le militantisme, en tout cas aujourd'hui. Certaines le sont, mais pas toutes. Et voilà. Et aujourd'hui, il y a quand même un sujet d'attractivité de jeunes talents, par exemple. Et j'ai quand même l'impression, dans beaucoup d'entreprises, on affiche des valeurs pour attirer des jeunes talents et on quand même assez orienté sur le marketing. Et qu'après, ces valeurs ne soient pas portées par l'organisation. Après, on est dans un monde dans lequel, aujourd'hui, si vous avez une décorrélation entre vos valeurs et votre organisation, en fait, les gens ne restent pas. Donc, le militantisme qui milite pour la société en dehors de l'entreprise, oui, bien finalement. Sûr. Mais le washing, non. Exactement. Oui, tout à fait. Exactement. Vous avez bien résumé. Ok, très bien. Pour revenir justement au monde de l'entreprise, notamment des clients, dans le secteur du recrutement et du management de transition dans lequel vous êtes, moi, je voulais savoir quelles sont les demandes des entreprises vis-à-vis des candidats et notamment sur la place du genre sur les demandes. Alors, en tout cas, en management de transition, je trouve que ce n'est pas un sujet. Alors pourquoi ? Parce que nous, on accompagne des entreprises qui sont dans des contextes de crise forte, de transformation importante, et ce n'est que la compétence finalement qui drive notre choix. Et que j'avoue que le genre, c'est pas un sujet pour nous. Sur la question du recrutement, de ce que j'en vois, il y a une question du genre, bien sûr, mais elle est plutôt drivée, en tout cas si on regarde le recrutement de cadres dirigeants, par le souci de maintenir, ou en tout cas de favoriser une certaine parité dans les comités de direction. Voilà, c'est vraiment ça qui est important. Aujourd'hui, chaque dirigeant est concerné et se rend compte aussi que la parité permet une certaine performance, et ça, je pense qu'ils en sont quand même intimement convaincus. Donc si le recrutement effectivement a des demandes particulières sur un genre plutôt qu'un autre, en tout cas sur la partie cadre dirigeant, c'est vraiment pour faire en sorte que le CODIR ait une certaine parité, mais je pense que ça va pas au-delà aujourd'hui. Donc c'est plutôt pour une cause positive, j'ai envie de dire. Si vous deviez donner un conseil à la personne que vous étiez quand vous ne preniez pas la parole finalement, qu'est-ce que vous diriez ? Ose. Ose et crois en toi, parce que je pense que c'est aussi une question de confiance. C'est-à-dire que prends confiance en toi, ose. Voilà, c'est essentiellement ça. Qu'est-ce que vous souhaitez aux générations de directrices à venir ? Qu'elle continue sur cette voie. Hein. Je pense qu'il y a de moins en moins de syndrome de l'imposteur, et ça, c'est extrêmement positif. Je pense que les femmes prennent conscience qu'elles ont le droit d'intervenir au plus haut niveau de l'entreprise. Et on a des très beaux exemples aujourd'hui, même des sociétés, évidemment, du CAC 40, etc. Donc, c'est extrêmement moteur pour toutes les femmes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, elles en sont bien conscientes. Elles ont de plus en plus de clés, en fait, pour y arriver. Elles ont ça en elles. Enfin, je vois bien que c'est pas un sujet pour les jeunes générations, en fait, et c'est ancré. Je pense qu'on a réussi ça, nous, c'est-à-dire à éduquer nos filles avec un grand F, à prendre le pouvoir, à s'autoriser et donc je pense qu'elles sont sur la bonne voie. Hein. Donc j'ai pas forcément de conseils, mais qu'elles continuent comme ça, qu'elles continuent à incarner à la fois des valeurs de féminisme, mais sans un féminisme militant, c'est-à-dire que c'est ça qui est important aujourd'hui. Juste sans un féminisme militant, c'est-à-dire qu'elles incarnent ce qu'elles fassent. Ça, c'est pas le washing à nouveau. Exactement. Voilà. Et qu'est-ce que vous souhaitez pour les générations de directeurs à venir ? Directeur homme. Directeur homme avec un grand H, du coup. Je leur souhaite de pouvoir prendre conscience que la parité, c'est important et que ce soit, en fait, plus un sujet, en fait. Qu'on n'en parle plus, en fait, de la parité. Que ce soit tellement incarné dans les organisations que finalement, ce soit un concept démodé et que ce soit ancré, en fait, que ce soit inné pour un dirigeant de se dire, oui, mon que dire doit être équilibré. Voilà, donc j'ai envie de dire qu'on aura gagné quand on parlera plus de parité. J'aime beaucoup. Et dernière question, selon vous, qu'est-ce qui doit fondamentalement changer dans les entreprises, voire la société, pour arriver à une égalité de pouvoir ? En fait, je pense que ça passera par la réussite professionnelle, c'est-à-dire que, en fait, par l'éducation déjà, je pense que ça c'est clé. Alors l'éducation à la maison, l'éducation à l'école, je pense que la clé elle est là, c'est-à-dire que quand on dit à nos filles qu'elles ont le droit de progresser, le droit d'évoluer, je pense que c'est aussi la clé. Je pense que la clé c'est quand même l'éducation.
l'éducation scolaire, l'éducation universitaire. Et si on arrive à avoir une école qui porte ses valeurs, qui donne la chance aux femmes et à toutes les femmes, où tout est possible, et quel que soit le milieu social d'où on vient, qu'on a un accès à la formation, à l'éducation, etc., et qu'on peut briser le plafond de verre, ou en tout cas évoluer et faire un métier qu'on aime et dans lequel on a de la reconnaissance, parce que finalement, c'est ça qui est important, hein, c'est faire un métier qu'on aime, dans lequel on a quand même de la reconnaissance, on aura gagné quelque chose. Mais je pense que l'école, enfin en tout cas l'éducation est clé là, dans ce rôle-là. Donc c'est là que ça va se jouer, dans les générations qui viennent. C'est vraiment là que ça se jouera. Donc j'espère que l'école jouera et joue ce rôle-là de faire comprendre aux petites filles qu'elles ont le droit de diriger des entreprises et d'où qu'elles viennent en fait. Hein. Alors je crois, donc juste pour faire un petit aparté sur le film Barbie, je crois que le film Barbie qui vient de sortir, que je n'ai pas encore vu, mais que ma fille a vu quand même, c'est tout à fait ça, quoi. Hein. Donc ça me fait sourire parce que moi j'ai été élevée avec les Barbie blondes, avec tout ce que ça incarnait, et qu'aujourd'hui le symbole finalement d'un féminisme qu'on pensait désuet est devenu en fait une espèce de militante, enfin une militante, et je trouve ça très éclairant et intéressant et d'actualité. Merci beaucoup. Merci à vous, Nelly. Si cet épisode vous a plu, dites-le moi dans les commentaires et avec des étoiles. Vos retours sont précieux, vos partages aussi, si vous pensez que cet épisode peut parler à votre entourage. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et LinkedIn, et je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode.